Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Voici donc, avec les énergies cancer, la deuxième partie de l'année. La deuxième partie de notre cycle de travail sur les défis de l'humanité. Et lorsqu'on rentre dans cette deuxième partie de l'année, c'est toujours un moment important d'intégration de ce qui a été fait. Comment peut-on envisager de revoir un peu ce qui a été fait pour l'appliquer, le mettre en œuvre, et pas simplement le laisser dans un petit coin de notre tête. Je vous rassure, on ne va pas faire un résumé de tout ce que nous avons vu depuis 6 mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de bien se rappeler que nous avons affaire donc à un certain nombre de problèmes de l'humanité, c'est ce que nous traitons, et que nous essayons de faire face aux défis consistant à résoudre ces problèmes de l'humanité. Ce que nous avons vu depuis 6 mois, c'est qu'à chaque problème extérieur, chaque problème externe qui apparaît d'une manière bien nette, à chaque fois la solution, c'est qui paraît surprenant, elle est à l'intérieur. Donc ce que nous voyons comme problème évident, le défi finalement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire face à tous ces problèmes du monde, la réponse c'est à l'intérieur de nous, il faut que nous fassions un certain travail à l'intérieur de nous, il faut que nous soyons autrement. Et finalement, il n'y a pas à vouloir répondre d'une manière externe, mais à répondre chacun d'entre nous d'une manière intérieure. Nous avons commencé par voir au mois de janvier quelque chose qui est vraiment la clé de toute l'année. Cette conférence s'appelait « Le problème de la vérité », qui a raison et qui a tort. Parce que dans cette conférence, on cherchait vraiment à mettre en évidence comment comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui. Comment comprendre les faits? Et d'essayer de comprendre combien il faut remonter au-delà des apparences. Que si on reste au niveau des apparences, même si on va chercher derrière les apparences, on semble comprendre, mais on comprend véritablement rien du tout. Qu'en fait, tout cela, tous les événements, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui nous arrive à nous, au monde extérieur, tout cela, ce sont que des conséquences de ce qui arrive sur des mondes subtils intérieurs au niveau de la globalité. Et que par conséquent, ça nous demande de remonter vers ces niveaux subtils pour chercher à découvrir qu'est-ce qui se passe, quelle est la signification de ce qui se passe, encore une fois, sur le plan collectif ou même sur notre propre plan. Après, nous avons donc cherché à nous confronter justement dans cette notion de vrai à différents problèmes. Le problème des frontières, qui nous a confrontés à nos propres frontières intérieures. Le problème des extrémismes, qui nous a confrontés à nos propres extrémismes. Puis nous avons vu le problème de l'énergie dans le monde, problème crucial, qui nous a ramenés à nos propres énergies fossiles. Nous avons considéré ensuite le problème du capital. Nous avons vu combien ce problème du capital n'est pas que le problème des banques ou de grandes entreprises, etc. C'est notre problème à tous, avec toujours notre attente constante de retour sur investissement. Et enfin, le mois dernier, nous avons vu le problème de la gestion du monde. Et là encore, ça nous ramenait à nous-mêmes. Le problème d'un libre-échange impossible actuellement dans le monde fait que c'est dû au fait que nous ne soyons pas libres du tout. Et donc, combien il fallait qu'on apprenne nous-mêmes à nous libérer et à faire appel au développement du cœur et à la perception d'un plan global. Donc, encore une fois, tous ces problèmes externes auxquels, dans un premier temps, on pourrait dire « mais moi, j'y peux rien », on se rend compte qu'on y peut beaucoup. Et qu'en fait, chacun des problèmes est très intéressant parce qu'il nous renvoie à un élément de transformation en nous. Est-ce qu'on pourrait très bien se dire, bon, comme disait Gandhi, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà, donc si je change quelque peu, ça changera les choses. Oui, c'est tout à fait exact, globalement. Mais en voyant les problèmes les uns après les autres, ça nous amène beaucoup à préciser que finalement, tel problème, tel changement intérieur, selon ce à quoi nous sommes sensibles et ce que nous cherchons nous-mêmes à changer, ce avec quoi finalement on est un peu en écho. Pourquoi est-ce que telle problématique me fait particulièrement écho? Parce que justement, je cherche à changer ou je n'arrive pas à changer en moi tel aspect et qu'on a ça en commun. Vous aurez pu remarquer qu'à chaque fois qu'on finissait de traiter un problème, on aurait très bien pu se dire, et peut-être ça vous est arrivé de le dire, bon, mais tout ça, c'est une question d'éducation. Si dès le début, on éduquait les enfants par rapport à ça, si dès le début, on disait ça, on pourrait reprendre des problèmes les uns après les autres, voilà, du coup, on aurait une société complètement différente. Oui. Et surtout, la question qui suit dans ce genre de conversation, je ne sais pas qu'on dit ça, oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les profs qu'il faut. On n'a pas les instituts qu'il faut. Donc, il faudrait commencer par former les profs, mais qui va former les profs pour qu'ils forment les enfants? Bon, ça, c'est ce qu'on entend toujours. Ouais, mais là, c'est encore une manière de remettre le problème à l'extérieur. Les profs, qu'est-ce que vous attendez là?
Ce qu'on va découvrir justement dans ce problème de l'éducation qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de voir que c'est à nous tous de nous auto-éduquer. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit d'extérieur. Encore une fois, le problème de l'éducation, c'est encore une façon d'être pour nous. C'est encore un problème qui peut apparaître selon cet aspect externe, mais dont la solution est totalement interne. Et c'est ça que nous devons apprendre à percevoir. Donc l'accent va être mis sur l'auto-éducation de chacun d'entre nous. Comprendre de quelle manière on doit s'auto-éduquer pour pouvoir progresser et par conséquent répondre à tous les défis que nous avons vus, puis que nous verrons encore donc, dans la deuxième partie de l'année. L'éducation, c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement vaste. Donc en une heure, chercher à faire le tour de l'éducation, c'est tout simplement pas possible. D'autant plus que l'éducation, c'est intéressant de voir que c'est vraiment quelque chose, c'est un ensemble de processus qui cherche à donner les clés, les outils du bonheur par rapport à une société donnée. Donc, prenez toutes les sortes de sociétés qu'il peut y avoir dans le monde, depuis les plus primitives jusqu'aux plus avancées. À chaque fois, il y a un processus éducatif. Et ce processus éducatif, c'est pour donner aux enfants, ben voilà, tu as ça, on te donne tels outils. Quelquefois, c'est pas du tout intellectuel, parfois c'est intellectuel, mais ça dépend donc de la société dans laquelle on est. Tu vas avoir tel ou tel outil. Grâce à ça, ben, tu peux te débrouiller pour essayer d'atteindre le bonheur. À toi de jouer. Maintenant que tu as les outils, tu peux t'insérer complètement dans la société, tu peux fonctionner dans la société et tout va bien. Du coup, on a une foultitude d'éducations complètement différentes. Depuis des éducations qui seraient strictement religieuses, quand on est dans une communauté religieuse, ou des éducations qui seraient beaucoup plus à former des citoyens qui obéissent au pied à l'œil, si on est dans une dictature, ou alors une éducation qui forme des bons citoyens dans une démocratie, ou bien, si on est par exemple dans nos pays européens actuels, tout simplement une éducation qui tend à former des bons acteurs économiques. Parce que c'est ça qui est recherché avant tout. Puisque, comme nous l'avons vu il y a 2 mois, le credo essentiel de nos sociétés, c'est vraiment un système de croissance économique, de manière à ce que le bonheur matériel puisse se développer pour chacun d'entre nous. Donc l'éducation forme à ce que la société, ou le groupuscule, ou la communauté, ou la nation, a comme objectif fondamental. L'idéologie de la société va dicter le type d'éducation qu'on va donner aux enfants et à tout le monde. Et comme tout le monde est là-dedans, ça paraît naturel. Et on se dit, l'éducation, c'est ça. Sans réaliser qu'au départ, il y a un choix fondamental qui est fait, il y a un objectif, il y a une direction, et qu'on pourrait dire, mais ça ne me paraît pas forcément être la direction dans laquelle on pourrait conduire notre vie. C'est là qu'on se rend compte que la société se sert des humains que nous sommes. Elle a besoin de nous pour continuer à exister. Et donc, elle nous forme pour pouvoir fonctionner selon ses desiderata. Voilà pourquoi toute éducation est conservatrice. Alors vous allez me dire, ah non, mais moi je connais des petites écoles. Ah oui, bien sûr. On connaît tous des parents, on connaît tous des écoles, on connaît tous des instituts ou des profs qui justement ne pensent pas du tout comme ça, ne sont pas normalisés et cherchent justement à dire l'éducation c'est vraiment quelque chose d'autre et on va chercher à la mettre en place par rapport. Mais là je ne traite pas de ces exceptions qui heureusement existent et qui sont un petit peu à l'avant-garde. Là je parle de ce qui se passe d'une manière générale. L'éducation, comme par exemple l'éducation nationale, est absolument conservatrice, au service de ce qu'a décidé la société. La société, c'est nous, mais depuis très très longtemps. Et c'est une espèce de phénomène d'ensemble dans lequel finalement le but de l'éducation, c'est de continuer à fonctionner dans ce sens-là. Il n'existe pas pour l'instant d'éducation d'avenir. L'éducation se fait toujours d'une manière complètement conservatrice. Imaginez dans notre société. Notre société a vraiment un objectif fondamental, il est répété presque tous les jours. Nous devons apprendre à produire plus, pour pouvoir consommer plus. Et il faut apprendre à être compétitif. Sinon, ça ne marche pas. Compétitif, consommer, produire. Grâce à ça, croissance. Grâce à ça, plus d'argent, plus de richesse. Imaginez donc que d'un seul coup, l'éducation nationale décide, il est grand temps maintenant d'enseigner aux enfants que nous ne sommes pas sur Terre pour ça. Il faut donc maintenant enseigner aux enfants que la compétition est quelque chose qui doit être dépassé maintenant et remplacé par la coopération. Il faut enseigner aux enfants que la consommation n'est certainement pas un but et qu'il y a autre chose à faire dans sa vie que de la consacrer entièrement à un métier qui va nous faire gagner de l'argent pour pouvoir consommer de plus en plus, qu'on peut imaginer d'autres choses. Ça serait bien, mais on pourrait dire, mais ils sont fous. Je veux dire, ce serait une société qui se tire une balle dans le pied.
Ça veut dire que c'est vraiment éduquer des enfants à la fin de cette société. Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à ce genre de choses. Pour l'instant, c'est tout simplement pas imaginable. Pour l'instant, la société ne conçoit une éducation que lorsqu'elle va dans son sens et que finalement c'est un processus qui tend à faire perdurer les choix de société qui ont été faits. Donc l'éducation est bien au service de la société, pas forcément au service de l'individu. Alors, c'est intéressant de voir ça parce que c'est là où on voit qu'il va y avoir des choses, évidemment, à changer. Ça, c'est l'éducation telle qu'on la conçoit maintenant. Et on va pouvoir peut-être maintenant penser à autre chose, à une autre histoire, à sortir justement de ce mode de conservation. On a vu depuis le début de l'année combien la notion de groupe, la notion d'ensemble est de plus en plus présente. Et qu'il va falloir maintenant arriver à éduquer progressivement à l'ensemble, à la globalité, peut-être à l'être humain dans son entier, et non plus simplement dans une partie de lui-même utile à la société. Mais donc par rapport à ça, ça veut dire qu'il va falloir y envisager non plus de participer uniquement à notre bonheur individuel, que l'éducation consiste à dire « tu as les clés pour être heureux, mon enfant, débrouille-toi », mais se dire « et si nous cherchions ensemble les clés qui nous rendent heureux ensemble ?» D'où le titre de ce soir. À la recherche finalement du plus petit bonheur, pour commencer, commun, jusqu'au jour où on va jusqu'à la grande réalisation collective d'un plan sur Terre. Mais il faut bien commencer par le plus petit bonheur en commun, qui est la contradiction du plus petit bonheur personnel. Et jusqu'ici, toute éducation revient à être dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire fondamentalement de l'éducation ? L'éducation, donc, au-delà de ce processus de normalisation, c'est véritablement quelque chose qui est intéressant si on retrouve un petit peu son étymologie, ex ducare. En latin, ex ducare, éduquer, ça veut dire conduire hors d'eux. Bon, conduire hors de quoi? Ben, c'est tout simplement, l'éducation, c'est conduire quelqu'un, un enfant, mais même aussi un adulte, hors de ses limites, hors de tout ce qui le maintient donc dans des limites, jusque son être essentiel. Conduire quelqu'un hors de ses limites jusque son être essentiel. Ça, c'est donc le processus de l'éducation. Donc, vous voyez, on est loin de l'inculcation, qui est justement au contraire rentrer des choses dans l'enfant. Mais là, c'est intéressant de voir que, mine de rien, la philosophie de vie que l'on peut avoir joue un grand rôle par rapport à ça. Si par exemple, pour vous, il est évident que tout enfant qui arrive au monde est une vie entièrement nouvelle. Vous ne prenez pas en compte du tout la réincarnation et la multiplicité des vies. Donc tout enfant qui arrive, c'est tout simplement quelqu'un d'entièrement nouveau, qui est tout à fait vierge de tout, et il faut donc le former. Il faut lui donner tous les moyens d'exister. Donc on se voit combien au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau sensible, au niveau culturel, il faut absolument tout former, c'est un b.a.-ba, parce que rien n'existe avant. Si par contre vous prenez en compte la multiplicité des vies, vous dites non, l'enfant qui arrive, il a déjà, je ne sais pas, 1000, 2000 vies derrière lui. Il a une richesse expérimentale absolument fabuleuse. Et même peut-être s'il faut lui réapprendre des rudiments, la langue, parce qu'en plus il n'était peut-être pas dans cette langue, dans ce pays, s'il faut lui réapprendre un certain nombre de choses, il faut se rendre compte que du coup, non, l'éducation ne tiendrait pas tant d'un processus de formation, mais surtout d'un processus de révélation. Révéler ce que l'être est fondamentalement. Révéler, je vous rappelle que ça veut dire tirer les voiles en arrière, progressivement. C'est-à-dire qu'à l'arrivée d'une incarnation, nous sommes effectivement assez voilés par un certain nombre de choses. Et que le rôle de l'éducation, c'est d'aider à retirer les voiles, et puis aussi à aider l'enfant ou l'adulte à aller beaucoup plus loin dans sa recherche vers cet être essentiel. C'est pour ça qu'on définit quelquefois l'éducation comme étant finalement la science des relations. La science des relations, juste. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord mettre en relation les différents corps physiques, émotionnels, mentaux, les coordonner chez l'enfant, chez l'adolescent, les coordonner de telle manière qu'ils agissent comme une espèce d'unité en tant que personnalité, et ensuite de mettre en relation la personnalité et le monde de l'âme, jusqu'à ce que tout ceci soit en relation mutuelle. Et lorsqu'on est une unité en relation avec nos différents corps, ben on est aussi en relation avec nos proches, et puis on est en relation ensuite avec le monde dont on fait partie.
On voit donc comment finalement, de la processus de relation intérieure, un processus de relation extérieure qui s'étend de plus en plus, on pourrait dire que l'éducation est un processus qui nous révèle dans ce que nous sommes fondamentalement et qui nous apprend à nous relier à nous-mêmes et à l'environnement le plus large. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait imaginer l'éducation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, à un moment donné, il y a un autre mot qui prend le relais. Au bout de l'éducation, quand on a découvert qui on était, il y a un mot qui apparaît, c'est le mot initiation. Et alors, initiation, étymologiquement, c'est entrer dans. C'est les initiations, suivre des initiations, s'initier soi-même, c'est entrer dans un domaine, et là plus particulièrement, entrer dans le monde de l'âme. Vous voyez un petit peu cette suite entre éducation et initiation ? Comment finalement l'éducation nous amène à sortir de nos limites inférieures pour rentrer en correspondance avec l'être que nous sommes fondamentalement. Et dès qu'on voit cet être fondamentalement, maintenant il s'agit de s'initier et d'entrer de plus en plus dans cet être. On quitte un petit peu les aspects de l'éducation pour rentrer dans l'initiation. Là je vous le montre un peu comme un fondu enchaîné. En réalité c'est plus complexe. En réalité, en nous-mêmes, on commence déjà à aller de plus en plus dans le monde de l'âme et à initier un peu ce processus, tout en continuant de s'auto-éduquer, parce qu'il y a bien des choses à mettre en place donc en bas. Donc ce sont deux phénomènes qui se conjuguent, mais qui sont vraiment intéressants à voir donc l'un avec l'autre, éducation et initiation. Il est donc temps maintenant de voir quels sont les éléments fondamentaux de cette nouvelle éducation. Le premier élément intéressant, c'est d'arriver à développer conjointement l'importance de l'individu et l'importance de l'ensemble. L'importance du groupe. Bon. Vraiment l'importance. Il faut bien réaliser que dans l'éducation, au tout début, dans les premiers éléments, il n'y a pas d'éducation à l'individu. Hein, dans ce qu'on appelle le premier monde de conscience, en conscience de dépendance, on éduque une tribu, on va éduquer une communauté, on va éduquer une petite société, un certain nombre de comportements qui sont tout à fait inhérents à cette société. Et là, dans cette société-là, ce qui compte, c'est naturellement, c'est les familles, c'est la tribu, c'est la communauté, c'est la survie de ces éléments-là, et on ne cherche pas du tout à donner une éducation particulière à des individus. Quelquefois, ça se développe jusqu'à avoir un État. Et on sait très bien que dans certains États, ça a existé, puis ça existe toujours, des États tout à fait autoritaires, totalitaires, on pourrait même dire, eh bien l'individu doit totalement se plier aux intérêts de l'État, et donc il est corvéable à merci, il peut être éventuellement massacré si on lui demande d'aller se rendre à la guerre, tout ça au bénéfice de l'État. Donc l'individu ne compte pas. On a connu ça et on le connaît encore malheureusement. La vie individuelle n'a que très très peu de valeur. Ce qui compte, c'est la communauté, c'est l'État, c'est la nation, tel qu'on le décrète. Bon. De nos jours, donc, dans nos sociétés, nous sommes arrivés maintenant, au contraire, à éloigner cela et à donner une grande importance à l'éducation de chacun d'entre nous. À dire combien la vie individuelle est importante, combien finalement on doit prendre en compte la vie de chacun. Et que c'est pas rien, et qu'on ne peut pas sacrifier comme ça n'importe quoi. Mais c'est important parce que du coup, à la suite de cette éducation, c'est vrai qu'on a pu développer tous nos corps, on a développé la personnalité, et on est devenu enfin des individus autonomes, des individus qui se sont spécifiés, qui existent, et qui se sont différenciants des uns des autres. Et à partir de là, on commence nous-mêmes, à partir de cette importance, à voir combien nous sommes importants. Ma vie est importante. Et ça se sent complètement dans nos sociétés. On voit que, par exemple, maintenant, on est presque prêt à se faire opérer à nouveau à 90 ans pour gagner 6 mois de vie, parce que c'est 6 mois de vie. On ne veut quand même pas mourir à 90 ans. Vous voyez, c'est dire que maintenant, on est prêt à dépenser quelquefois des fortunes, simplement pour l'individu, tellement il se considère comme important. Et c'est là qu'on voit tous les avantages, naturellement, de cela. C'est que cette éducation était une réussite extraordinaire. Nous sommes autonomes. Financièrement, émotionnellement, mentalement. On arrive véritablement maintenant à pouvoir dire, moi, je suis le produit d'un certain nombre de choses, mais j'ai réussi à m'autonomiser complètement. Et donc, j'existe. C'est vraiment une réussite de cette éducation. Mais nous en voyons aussi tous les côtés défectueux, tous les défauts. Nous en voyons aussi vraiment tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire l'augmentation de l'égoïsme.
On est maintenant devenu une société complètement du chacun pour soi, totalement égocentrique, dans lequel ce qui est important, c'est ce que je fais, c'est ma vie, c'est mon bonheur, c'est moi. Le reste, je m'en fiche complètement. Avec une absence totale de responsabilité justement par rapport au groupe. Qu'est-ce qui peut advenir par rapport au groupe, par rapport à l'ensemble? Peu importe. Avec tous les désastres que nous connaissons du point de vue national, du point de vue économique, du point de vue écologique. Bref, je ne vous refais pas le tableau, vous le connaissez par cœur. Donc ça, c'est le côté désastreux, c'est le côté négatif justement de cette éducation qui a abouti à donner cette naissance au moi. Mais nous, on ne s'affole pas parce qu'on le sait. On sait justement qu'avec la courbe d'involution et d'évolution que vous connaissez, on sait très bien que ça fonctionne comme ça. On sait très bien qu'effectivement, il y a une éducation d'abord communautariste, et donc on fonctionne, puis après on s'individualise, et dans le bas de la courbe, on est complètement individualisé, c'est normal, on est insupportable. C'est un mal nécessaire, mais c'est dangereux, mais c'est voilà, il faut le faire. Mais heureusement, ça remonte, on évolue, et quand on évolue, eh bien, on passe à une éducation beaucoup plus de groupe, une éducation d'ensemble. Donc on connaît le truc. Et on en parlait la fois dernière, l'importance justement de cette éducation d'ensemble. Je vous disais la fois dernière combien il était fondamental maintenant, dans ce 21e siècle, de revoir tout l'enseignement spirituel en tant qu'enseignement psychologique. Et de parler du monde de l'âme simplement comme étant le monde du groupe, le monde de l'ensemble, le monde de la globalité. Et qu'à partir du moment où on est en conscience d'ensemble, on est en contact avec l'âme, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je me permets de le redire parce que c'est un point qui est tout à fait fondamental. C'est ce qui permet d'inclure un maximum de gens qu'on aurait tendance à exclure. Lui, il ne croit pas du tout à l'âme, donc c'est-à-dire qu'il n'en est pas encore là. Et bien, si c'est quelqu'un qui vraiment pense en termes d'ensemble, ben, il en est là. Même s'il ne le sait pas ou s'il ne l'appelle pas comme ça n'a aucune espèce d'importance. Donc c'est vraiment important, ça, vous voyez, de le voir, parce qu'il faut voir combien maintenant nous avons, dans l'éducation, à passer au niveau du groupe, au niveau de l'ensemble. Et il y a tellement de choses, tout le monde le dit. Tous les scientifiques le disent. Combien finalement l'univers ne se conçoit que d'une manière interdépendante. Que le système isolationniste n'existe pas. Personne, aucun règne de la nature, aucune planète, aucune étoile ne fonctionne tout seul. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'humain qui, à un moment donné, à cause de la nécessité du développement de la conscience individuelle, passe par ce mal nécessaire. Mais ça ne doit être qu'une parenthèse vite fait, pour repasser rapidement dans cette conscience globale, dans cette conscience de groupe et d'ensemble. Donc ça, on le sait. Scientifiquement, on le sait. Nous en arrivons à l'auto-éducation. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne parle pas pour nos enfants, hein. Est-ce que déjà, nous, quand on a des enfants, est-ce qu'on les éduque dans cet état d'esprit? On sait que l'interdépendance est fondamentale. Ben, pas forcément. Et nous-mêmes, est-ce qu'on s'auto-éduque à cela? Est-ce que pour nous, est-ce que véritablement, quand on sait ça, est-ce qu'on en fait quelque chose pour nous dans notre vie? Ou est-ce que c'est simplement une connaissance qui se trouve là quelque part, mais qui ne touche pas terre avec nous? Et pourtant, l'avenir, il est là. Il faut que vous vous rendiez compte que dans 1000 ans, quand on regardera notre époque actuelle, je vous en reparlerai à cette époque. Donc, dans 1000 ans, et qu'on regardera notre époque actuelle, on ne comprendra pas comment les gens pouvaient être satisfaits d'être en conscience individuelle. On ne comprendra même pas comment on s'y prenait pour imaginer une vie en conscience individuelle. Vous voyez, pas plus qu'on a du mal à imaginer maintenant comment vivaient les gens il y a 1000 ans, au Moyen-Âge. On n'arrive pas, on nous raconte, mais on ne peut pas se mettre à la place des gens, comment ils vivaient à ce moment-là, ça nous semble affreux. Dans 1000 ans, on n'arriverait même plus à se mettre à notre place. Pour vous dire à quel point on sera de retour dans ce processus global et que ce sera tellement évident, on aura tellement retrouvé ce fonctionnement universel que Dieu, mais comment est-ce qu'on pouvait être véritablement en conscience individuelle? Ça, c'est l'histoire actuelle. Ça, c'est l'histoire de la courbe, celle que je voulais souvent raconter, avec cette éducation communautaire, cette éducation du moi, cette éducation qui progressivement réintègre l'ensemble. Un des défis de la nouvelle éducation, c'est d'arriver à dire, eh bien, à l'avenir, ça, c'est ces étapes comme ça qui font qu'il y a l'éducation individuelle, et après, plus tard, l'éducation de groupe, ça ne doit plus exister. Maintenant, il faut faire l'un à travers l'autre. Il faut réussir maintenant à amener les gens, à faire une éducation des enfants et des adolescents et des adultes, en les amenant à se spécifier, à exister, à affirmer ce qu'ils sont, en même temps en leur donnant le sens du groupe et le sens de l'ensemble.
On pourrait dire, mais tu crois que c'est possible? Regarde les étudiants, regarde les adolescents actuellement. Ils sont souvent dans le moi, ils se fichent pas mal de l'ensemble. Pas tous. Pas tous. Il y en a qui, pour beaucoup déjà, qui commencent à avoir ce sens de l'ensemble, ce sens du groupe. C'est déjà très très différent de ce qu'on a pu connaître il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Et on sent bien comment finalement il y a déjà une sens de responsabilité de l'ensemble qui apparaît de plus en plus. Et c'est justement ce défi. C'est d'arriver à pouvoir dire aux enfants donc, du futur, eh bien, ce qui existe avant tout, c'est un ensemble, c'est une communauté. Ce qui existe avant tout, c'est la terre. Et avec tous les terriens qui vivent dessus, minéral, végétal, animal, les humains, les dévas. Et c'est tous ensemble que nous devons avancer. Mais pour ça, il faut que chacun d'entre nous, on trouve notre spécificité. Il faut que chacun d'entre nous, on affirme notre autonomie. Il faut que chacun d'entre nous, on existe par nous-mêmes. Et quand on existe par nous-mêmes, alors on découvre ce qu'on peut amener à ce groupe et à cet ensemble. Donc l'important d'être soi-même, parce que chacun a une spécificité particulière, et on a besoin de tout le monde pour construire le chantier mondial. Donc, il y a un chantier mondial, prends-en conscience, puis développe-toi, spécifie-toi et découvre qu'est-ce que tu as amené à l'ensemble. Ce ne sera pas forcément facile, ce n'est pas forcément évident. Ça bouleversera certainement pas mal de siècles d'évolution, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est réalisable. Arriver à concevoir comment, premier point, il faut maintenant comprendre comment chaque individu se construit dans l'aspect global. Comprend qu'il a quelque chose à apporter ensemble. Combien nous avons à apporter quelque chose. Ça, c'est vraiment la première clé, on pourrait dire, de cette éducation du futur. Pour ça, il va falloir développer un certain nombre de points. Le premier point, c'est qu'il va falloir comprendre combien il va falloir se débarrasser progressivement du corps émotionnel. Bon. Trop difficile? Bon, on passe. Alors, point numéro 2. Alors, comprendre un petit peu ce premier point. Le corps émotionnel, comme vous le savez, c'est une réaction personnelle à ce que tous nos sens captent. Donc, plus nous sommes sensibles, plus nous réagissons à cette sensibilité personnellement, en j'aime, j'aime pas, j'apprécie, j'apprécie pas. Et donc, c'est ce qui nous donne des émotions. Ce corps émotionnel, non seulement il donne des émotions, mais à la suite de ça, puisque j'apprécie ou j'apprécie pas, il nous donne des désirs. J'en veux ou j'en veux surtout pas. Et donc tout le processus de désir à partir de là. Et comme le désir s'étend aux gens, eh bien c'est « Ah, je vous aime. Je t'aime. Ah, je te déteste. » Vous voyez donc comment ce corps émotionnel est quelque chose qui est fondamental dans ce que nous vivons, puisqu'il nous donne tout notre processus émotionnel, depuis les émotions les plus belles, les plus hautes, les plus spirituelles, les émotions les plus viles, ou les émotions les plus basses, ou les émotions de terreur, de peur, etc. Toutes les émotions. À partir de là, c'est ce qui est toute notre vie de désir. On a vu il y a 2 mois à quel point ça prenait de la place, cette vie de désir. Et puis troisièmement, l'affect, l'amour, la passion. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et on dit, mais et tu voudrais qu'on se débarrasse de ça? Je veux dire, mais si tu nous retires ça, tu nous retires tout. Dans l'état actuel des choses, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment bien comprendre comme ça. Mais ce que je vous rassure tout de suite, c'est qu'il ne s'agit pas de s'en débarrasser en disant à partir de maintenant, il faut combattre l'émotionnel, surtout pas. Il va falloir le remplacer par des valeurs supérieures. On va voir ça. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir combien ce corps émotionnel, on lui doit tout. On lui doit d'être arrivé là où on en est maintenant. C'est lui qui nous a construits. C'est lui qui nous a spécifié. Combien de fois on s'est aperçu que justement, émotionnellement, on n'avait pas les mêmes réactions que les autres. Combien on n'avait pas les mêmes goûts. Et que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et que finalement, peut-être sur 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards d'appréciations et de goûts qui peuvent être même subtilement différents des uns des autres. Donc c'est ce qui a contribué à nous construire, à pouvoir dire, voilà, moi, je suis comme ça. J'aime ça, je désire ça, et puis je t'aime toi, puis je déteste l'autre, etc. Voilà. C'est vraiment notre vie dans son ensemble qui se définit par ce corps émotionnel. Ce corps émotionnel nous a appris justement à réagir par rapport à ce qui était des dangers, par rapport à ce qui était intéressant, à sentir par où il fallait aller, par où il fallait évoluer. C'est ce corps émotionnel qui nous a donné le sens des valeurs. Ça vaut plus que ça. Et Dieu sait si on en a goûté et goûté des valeurs. C'est le sens qui nous a donné le goût de la vie et qui continue de nous donner le goût de la vie. C'est le sens qui nous a appris ce premier pas qu'on appelle l'amour affectif. Premier pas vers l'amour impersonnel, vers lequel on va de plus en plus.
Mais dans un premier temps, c'est l'amour très très personnel, très individualisé. Bref, c'est vraiment un corps à qui on doit tout et d'être ce que nous sommes maintenant. Mais, on va voir maintenant le côté des défauts, c'est que tout simplement, il ne peut pas nous emmener plus loin. Et ça, c'est un des points sur lesquels je voudrais que vous compreniez bien ce soir, à propos de l'éducation et d'une manière globale. C'est qu'on va le voir à propos de l'éducation, on va le voir à propos d'autres choses. C'est que finalement, bien comprendre qu'un certain nombre de processus peuvent être très importants pour nous dans une vie ou dans toute une série de vies. Remplir la mission. Et à la fin de la mission, il faut lâcher et passer à autre chose. On se dit, mais c'est quand même dommage. Je veux dire, j'ai tellement bien vécu avec ce fonctionnement. Oui, mais stop, il est arrivé au bout. On le remercie et on passe à autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre dans toutes nos vies. Et là, on pourrait dire ça, l'émotionnel, c'est ça. Il nous amenait à ce moi. L'émotionnel est quelque chose qui est essentiellement personnel et individuel. Il n'existe pas d'émotionnel altruiste. Même si mon émotionnel... Mais si, moi j'ai un émotionnel, moi je vibre, j'aime tellement envie d'aider les gens, je fais tout ce que je peux pour aider les gens. Oui, mais c'est pour répondre à mes émotions, c'est pour répondre à mes envies, à mes désirs, à mon mal-être de voir des gens qui souffrent. C'est très bien pour les autres, mais c'est toujours moi. L'émotionnel, l'affectif, le désir, c'est toujours quelque chose qui est intensément personnel. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça n'est pas ce corps qui peut m'emmener dans la fraternité. Ça n'est pas ce corps qui peut m'amener dans l'amour impersonnel. C'est pas ce corps qui peut m'amener dans le chakra du cœur que nous avons vu la fois dernière. C'est pas lui. Lui, au contraire, il va tout faire pour freiner. Il va tout faire pour que je n'y aille pas. Il représente exactement le contraire. En effet, tant que je suis dans l'émotion et que je réagis émotionnellement à ce qui se passe, aux événements du monde, j'aime ou j'aime pas, aussitôt je me fais une opinion, qui est une opinion qui réagit. Pendant ce temps-là, je ne pense pas. Je ne suis pas dans la pensée fondamentale. Je ne suis pas dans la recherche fondamentale du mental abstrait. Quelle est l'énergie qui s'exprime à travers cet événement? Non, j'ai réagi, j'aime pas. Donc, tant que je suis là-dedans, je ne peux pas remonter plus loin. Tant que je suis dans un amour très sélectif, comme l'amour affectif l'est, je ne peux pas remonter à l'amour fondamental, à l'amour du tout. C'est impossible. Donc on voit bien comment finalement, vous voyez, ce corps émotionnel, il ne peut pas aller plus loin que là où on est. Ce corps émotionnel, il a le sens très aigu de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc à partir de là, il est pour ce qui est bien et contre ce qui est mal. Ce corps émotionnel, il réagit tellement fort que c'est souvent un combattant. C'est un militant. Et militant, c'est exactement le même racine que militaire. Milice. C'est un soldat. Et quand on est un soldat, même un soldat de la paix, quand on prend violemment parti pour quelque chose, en disant c'est une bonne idée, et les autres sont naturellement dans le faux, ça veut dire que je scinde l'humanité en deux. Ceux qui ont vrai, ceux qui ont faux. Les croyants et les athées. Ceux qui sont bien et les pourris. Moi, je suis du côté du bien, de ceux qui ont raison et des pas pourris. Naturellement. Si je continue dans ce sens-là, et que je cherche à convaincre ceux qui n'ont pas mes convictions, que je cherche à combattre ceux qui me semblent aller de travers, comment voulez-vous rejoindre l'amour? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que l'émotionnel pose un problème. Tant que vous restez dans votre petit moi, tant que vous restez dans votre personnalité, tant que ce qui vous intéresse, c'est le bonheur personnel, alors à ce moment-là, pas de problème. On peut rester dans l'émotionnel. On en profite. On peut déguster tout ce qu'on veut, le cinéma, les livres, la musique, les restaurants, c'est fabuleux. On peut se créer des émotions, voilà. La société est entièrement fondée là-dessus. Rendez-vous compte à quel point, si vous d'un seul coup vous réalisez combien il faut diminuer progressivement l'émotionnel, vous vous coupez de l'idéologie majeure de toute la société, pour laquelle vivre, c'est être émotionnel. Si vous avez des passions, si vous ressentez plein de choses, si vous vibrez, si vous avez plein de désirs, si vous consommez, vous êtes dans le vieux, vous êtes dans la vraie, vous êtes dans le vibe. Ouais, ok, on peut ne toucher à rien. Si vous dites, non, mais c'est... Moi, je voudrais aller au-delà. Alors, si vous voulez aller au-delà, il faut franchir la porte et dire que finalement, la porte de l'émotionnel, il va falloir la laisser derrière soi très, très, très progressivement, sans rien combattre. Alors c'est là on pourrait dire, mais
quand même, c'est important, l'émotionnel, c'est grâce à ça qu'on a des valeurs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'on a des croyances, et que ces croyances, c'est important de les défendre. Mais des croyances, ce ne sont pas des idées. Ce sont des suppositions personnelles. Ce sont des choses qui me font émotionnellement du bien. Moi, j'ai une intime conviction de ça. On peut dire, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir de croyances? Pas du tout. On peut avoir des croyances, mais simplement les prendre pour ce qu'elles sont. À savoir simplement des hypothèses partielles d'idées à partager avec d'autres, parce qu'elles sont forcément partielles, puisque ça ne concerne que moi et mon appréciation des choses et de la vie. Et donc, je n'ai pas à convaincre les autres de mes croyances. Simplement, ça peut être un élément important à partager avec d'autres. Comment, ensemble, on peut construire ça? On dit, mais à ce moment-là, c'en est fini de tous les militants. Oui. Plus vous quittez l'émotionnel, vous ne pouvez plus être militant. Un militant est forcément quelqu'un qui coupe le monde en deux. Il est forcément du bon côté, et ceux contre lesquels il milite sont forcément contre. Un militant, c'est forcément quelqu'un qui considère qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, même s'il combat pour la paix. Regardez le mot que je viens d'employer. Je combats pour la paix. Comment voulez-vous rejoindre l'amour? Alors c'est là souvent les gens disent, mais écoute, les militants, pourtant, c'est grâce à eux qu'on a obtenu un peu plus de justice sociale. C'est grâce à eux qu'il s'est passé plein de choses. C'est grâce à eux qu'on a fait des révolutions. C'est grâce à eux qu'on a bouleversé des choses, qu'on est arrivé vraiment à tellement d'acquis. Une société plus juste. Oui, exact. À l'époque du passé, dans ce qu'on appelle l'ère du poisson dominée par le rayon 6, qui est très très en rapport avec ce corps émotionnel, on en a parlé il y a 3 mois. À cette époque-là, effectivement, seul l'émotionnel pouvait arriver à voir des choses. C'était donc croyance contre croyance, conviction contre conviction. Ah, et puis ça marchait. Et effectivement, on est arrivé à avancer. Tant qu'on n'était pas capable de remonter plus haut au monde du mental, il fallait absolument se combattre croyance contre croyance. Et bien alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, le monde change. C'est qu'on en arrive maintenant à un monde, on pourrait dire, merci l'émotionnel, merci les militants, merci tous les combats que vous avez menés, ils sont géniaux. Sans tous ces combats, on n'en serait pas arrivé là. Mais maintenant, pour avancer dans le monde, on va choisir un autre modèle. Il faut s'éduquer à changer le monde complètement autrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y a déjà assez lointaine, il y a eu des Jeux Olympiques en Chine. Et il y a eu un mouvement mondial pour boycotter les Jeux Olympiques en Chine, pour défendre le Tibet et le Dalai Lama. Et le Dalai Lama, pour répondre à cela, il a dit tout simplement « Les feux de la haine ne peuvent s'éteindre que par l'amour. Et si les feux de la haine ne sont toujours pas éteints, c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. » Le Dalai Lama n'est pas un militant de la paix. Il vit la paix intérieurement. Et elle rayonne à travers lui. Ça, ce n'est pas une militance. Ça, c'est vraiment une vie d'exemple. C'est quelqu'un qui rayonne l'amour. Et par cet amour-là, les choses finissent par bouger. Je dis, oui, mais ça va prendre un temps fou. Ah, ça prend peut-être plus de temps. Mais quoique, apparemment, souvent on s'aperçoit que bien des combats qu'on croit avoir gagnés, on n'a rien gagné du tout, parce que finalement, ça revient. Parce que ceux qui ont été battus un temps prennent leur revanche. Et donc, souvent, on ne gagne pas forcément de temps. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avancer comme ça. Même Dalai Lama disait, je suis absolument convaincu que le temps de la violence est terminé. Et que pour changer le monde, maintenant, il n'y a que la non-violence. Tout militant est un violent qui s'ignore. Même celui qui milite pour la paix. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il suffit de le titiller, il suffit d'être un petit peu comme ça pour vous apercevoir que... Voilà. Il est prêt à monter sur ses grands chevaux, il est prêt à dénoncer, il est prêt à... Non, non, c'est pas possible. Rendez-vous compte combien de militants dégagent exactement l'inverse de ce que disent leurs paroles. Combien, lorsque par une véhémence, je condamne ceci, je condamne les forces du capital, je condamne les gens qui sont contre la paix, je condamne. Quand je condamne ça, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, ce que je dégage est exactement le message inverse de ce que je suis en train de dire. Donc, ce qui va être important, c'est effectivement la façon dont je le dis, le rayonnement avec lequel je le dis, souvent beaucoup plus que ce que je dis. Mes idées peuvent être tout à fait justes, mes idées peuvent être géniales,
mais la façon dont je le dis va être de grande importance. Ce qu'il faut donc concevoir maintenant, c'est que l'humanité est prête à s'éduquer, à changer le monde par l'amour, par l'unité. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais aucun sage prendre parti pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous ne les verrez jamais finalement militer dans un sens ou dans un autre. Parce que justement, ils ont un petit peu de l'avance sur nous et qu'ils ont compris que seul le fait de rassembler, seul le fait d'unir peut véritablement maintenant faire avancer l'humanité. Mais avant, on ne pouvait pas. Hein. C'est là où il y a une nouveauté. Avant, on ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de critiquer les militants, il ne s'agit pas de critiquer le processus émotionnel, il s'agit de dire, maintenant, c'est fini. Et pas dans tous les pays. Il y a des pays où encore la force d'amour n'est pas suffisamment puissante. Donc il y a encore des beaux combats à venir dans certains pays. Mais dans ce qu'on pourrait appeler les pays dans lesquels nous vivons et dont nous avons la responsabilité, en Europe par exemple, nous avons maintenant suffisamment commencé à développer la notion d'unité, d'interdépendance, d'amour. On a commencé à tenir compte de tout. Et c'est se rendre compte que c'est en fonctionnant comme ça qu'on va pouvoir de plus en plus avancer. Voilà pourquoi, vous voyez, il faut concevoir que l'émotionnel est un excellent fonctionnement passé et qu'il faut maintenant réussir à s'éduquer, à fonctionner tout à fait différemment. Pour ça, ça va nous demander de développer le mental. Puisque je disais, il ne s'agit pas de combattre l'émotionnel, il faut le remplacer par autre chose. Le mental, ça c'est vraiment la clé pour sortir justement de l'émotionnel. L'éducation, telle que nous la connaissons, a remarquablement bien développé le mental concret. Le mental qui sert à analyser les situations et qui sert donc à synthétiser. Analyse, synthèse, induction, déduction, parfait. Le mental, donc tel que nous le connaissons, tel que nous le pratiquons, il est très très bien développé par notre éducation. Mais par contre, l'éducation actuelle ne développe pas beaucoup l'autre partie du mental, ce qu'on appelle le mental abstrait. Un mental beaucoup plus à l'écoute. Et c'est pour ça que ce mental abstrait, il va servir à percevoir quelque chose de tout à fait différent. Ce mental abstrait que l'on développe à travers la méditation, et c'est encore un signe des temps de voir combien la méditation, à travers par exemple la méditation de pleine conscience, est en train de s'insinuer un peu partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, à tous les niveaux, parce qu'effectivement, ça va être un des exercices fondamentaux pour développer ce mental abstrait, ce mental subtil, qui est un mental qui n'apprend plus en externe. Le mental tel que nous le connaissons, nous, il apprend en écoutant une conférence, en regardant un film, en regardant quelque chose, donc au cinéma, en regardant un livre, en étudiant, bref, toutes ces choses-là que nous connaissons, c'est comme ça que notre mental va se développer. Le mental abstrait, lui, il va apprendre dans le silence. C'est en se branchant beaucoup plus sur l'être essentiel que nous sommes, sur l'âme que nous sommes, qui, elle, a accès complètement à un réseau de connaissances universelles, aux idées fondamentales, aux lois fondamentales, là d'où viennent tout ce que nous appelons l'événementiel, le point d'origine, le monde causal, le monde des causes, tout ça, ça vient de là. Et donc c'est de mettre un petit peu notre mental à l'écoute, dans le silence, de manière à ce que progressivement ça imprègne, et que, à travers le quotidien, des fois d'une manière un peu surprenante, des choses nouvelles nous viennent, une nouvelle façon de penser, une façon de penser globale, plus abstraite. Et c'est comme ça que ce mental finit par se développer. C'est comme ça qu'on comprend de mieux en mieux quelles sont finalement les causes de tout ce que nous vivons. C'est comme ça qu'on apprend à comprendre de mieux en mieux le monde. Donc, développer ce mental-là. Et puis, ça nous permet également, du coup, de faire le lien entre ce qui se passe concrètement et ce qui se passe en haut. C'est ce qui nous permet de remonter progressivement, justement, aux énergies telles qu'on peut les comprendre. Aux énergies fondamentales qui sont la cause de tout ce que nous vivons. Et comment nous pouvons faire le rapport entre ce qui est à un certain niveau subtil et puis ce qu'on peut en faire au niveau concret. Comment est-ce qu'on peut être finalement, nous, humains, des intermédiaires, des canaux entre ces mondes que nous avons du mal quelquefois à capter, ces idées, ces principes, et qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans la société, dans le monde. Si nous voulons changer les choses, c'est effectivement en allant chercher les lois fondamentales. Ce n'est pas en allant chercher nos impressions à nous tous, ou nos émotions, ou nos opinions. Avec ça, on ne va rien faire. Et donc, nous devons être véritablement des canaux entraînés entre le monde des lois et le monde de la manifestation. Et vous voyez comment, finalement, ça nous change. Je vous disais tout à l'heure, le mental,
tel que nous le connaissons, il apprend de l'extérieur. Le mental, tel que nous le connaissons peu encore, le mental intérieur, il apprend de l'intérieur. Il apprend dans le silence. Il apprend par des choses qu'il n'a jamais entendues, qu'il n'a jamais perçues, qu'il n'a jamais lues, que personne ne lui a jamais dites. À ce coup, ça s'imprègne comme ça. Et comme ça s'imprègne, c'est pas quelque chose qu'on lui dit, c'est quelque chose qu'il sent, il vibre, il le décode, il met en place aussi son mental, il dit tiens, qu'est-ce que c'est? Il le met en mots. Et bref, c'est quelque chose qui commence par vivre. Et la grande différence, vous voyez, c'est ça. C'est que ce qu'on apprend par l'extérieur, je vous le disais tout à l'heure à propos de l'amour, on ne le vit pas forcément. On sait plein de choses sur l'interdépendance des mondes, c'est pas pour ça que nous, on le fait. Par contre, ce qu'on apprend par l'intérieur, par le mental subtil intérieur, comme on est obligé de le décoder, de le mettre en place et de le passer par nous-mêmes, on le sait d'une manière absolument inéluctable. On le vit, on le sent, on dit « ok, c'est ça ». À partir de là, il y a véritablement donc une autre attitude qui commence. C'est plus une dualité entre ce qu'on perçoit et ce que l'on vit. Il y a une cohérence entre ces deux aspects-là. Voilà donc le développement du mental. Pour ça, ça va nous demander un autre élément. Le développement de la sensibilité. Ah, ce serait un vaste sujet qui nécessiterait beaucoup de temps, mais on n'en a pas. La sensibilité, ce sont nos 5 sens. Et nos 5 sens, on s'en sert d'une manière tout à fait élémentaire, tout simplement en écoutant, en touchant, voilà, les éléments tels que nous les connaissons. Bon. Et à partir de là, on sait que c'est ça qui nourrit finalement notre émotionnel, puisqu'il est constamment branché, cet émotionnel, sur les 5 sens, en réagissant à l'ouïe, toucher, vue, goût et odorat. Ce qu'on sait peu, c'est que finalement les 5 sens ont une échelle de progression absolument extraordinaire. C'est que ce que nous connaissons, nous, du point de vue des 5 sens, ça n'est que la partie la plus dense des sens. Par exemple, le sens de l'ouïe, quand on commence à monter un peu plus haut, se transforme en ce qu'on appelle une clairaudience. On commence à entendre ce qui est dit derrière les mots. C'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un, vous l'écoutez, vous entendez bien ce qu'il dit, ça a l'air juste, mais vous dites, c'est bizarre, mais ça sonne faux ce qu'il dit. Je ne le sens pas. Vous faites preuve de clairaudience. Vous entendez d'un seul coup le vrai sens, et ça ne correspond pas du tout à ce qu'il dit. Et si on remonte plus haut, on peut développer des clairaudiences beaucoup plus subtiles. On peut être à l'écoute de ce qu'on appelle la voix du silence, à l'écoute de l'âme. On peut être à l'écoute de la planète. On peut être à l'écoute des autres. Bref, on peut développer ce sens de l'écoute d'une manière tout à fait fantastique. Même chose par rapport au sens du toucher. Par rapport au sens du toucher, on connaît bon, les impressions tactiles. Mais on peut aussi développer bien d'autres sens du toucher. On peut arriver justement à percevoir combien on peut toucher l'âme. Ne disons pas qu'on a un contact avec l'âme. Mais qu'aussi, on le voit bien, par exemple, quand on fait de l'ostéopathie, ou quand on fait du magnétisme, ou quand on fait certains processus comme ça, combien on peut avoir un toucher subtil, combien on peut voir, sentir le corps éthérique de quelqu'un, combien on peut percevoir ses énergies, combien on peut toucher les énergies d'un arbre. Bref, il y a tellement d'éléments qui peuvent être touchés autrement que simplement par le contact dense. Même chose par rapport à la vue. Beaucoup de gens, de plus en plus, voient le corps énergie, ou voient pourquoi pas l'aura, l'astral. Les enfants, même tout petits, voient beaucoup l'aura et l'astral. Ils nous regardent un petit peu sur les côtés, tiens, et des couleurs bizarres. Donc, après, on le perd parce qu'on leur dit, mais non, arrête tes bêtises, ça n'existe pas. Ah bon, alors, donc on se ressente. On va t'acheter des lunettes, il va avoir plus clair. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on retrouve. Et du coup, on retrouverait le monde complètement autrement. Vous vous rendez compte, si on arrive maintenant à se rendre compte véritablement par le toucher, ou par la vue, ou de toute autre manière, que nous ne sommes pas séparés des uns des autres, qu'il y a toutes sortes de filaments, il y a toutes sortes d'énergies qui circulent en permanence entre nous et dans l'espace, constamment. On s'apercevrait que finalement, mais la séparation n'existe pas. Mais on le verrait, comme on dit. Je l'ai vu de mes yeux vus. Ben oui. On le sentirait, on le vivrait. Et là, ça changerait complètement notre approche de la vie. Ce serait totalement différent. Même chose par rapport au sens du goût, qui nous donne un discernement extraordinaire. Arriver à discerner justement les valeurs entre elles, les idéaux des idées. Le sens de l'odorat, qui nous enseigne à nous unir. Tout le rapport de la méditation, comment unir le monde de la personnalité et le monde de l'âme, c'est une question d'odeur. Jusqu'à ce qu'on meure en odeur de sainteté. Ce processus des sens est un processus prodigieux qui nous demande justement de dire « et si on développait un peu plus notre sensibilité ?» Elle est extrêmement grossière, généralement, notre sensibilité. Ou bien,
Elle est assez subtile, mais on n'y croit pas. On ne veut pas y croire. Je crois que j'ai vu des choses, mais ça doit être n'importe quoi. J'ai senti des trucs, mais je ne sens pas. Et pourtant, il y a des gens, quand ils rentrent dans une maison, quand ils rentrent dans une pièce, quand ils sentent quelque chose, il y a sans arrêt, nous-mêmes, on a des impressions de ce style. Mais c'est comme si on n'y faisait pas attention. C'est comme si c'était un détail. C'est comme, oh, j'ai une drôle d'intuition, oh, j'ai une drôle d'impression. Et si on commençait à y donner de l'importance, si on commençait à se rendre compte que le vrai monde, c'est ça. Le vrai monde, c'est le monde des énergies. Le vrai monde, c'est justement ce qu'il y a derrière. On commencerait un peu mieux à comprendre cette fameuse phrase que nous sommes tous des énergies, manipulant des énergies et manipulés par des énergies. Et on commencerait à comprendre le monde totalement différemment, d'une manière totalement scientifique. Parce que regardez le monde de la physique quantique, ça n'est que de l'énergie. On ne vous parle plus de tel atome, on ne vous parle plus de telle molécule, etc. On est remonté jusqu'au monde des énergies. Et le monde, fondamentalement, fonctionne avec des énergies. C'est à nous, donc, chercheurs, d'arriver de plus en plus à percevoir comment on peut aussi fonctionner avec ce monde de ce que l'on sent autour de nous constamment. Et en tirer les conséquences. Si vraiment il y a ce monde d'énergie, c'est quoi les énergies qui nous manipulent et qu'est-ce que nous avons à manipuler justement pour changer le monde? Ne pourrions-nous pas donner justement une éducation mentale des deux sens? La méditation sera véritablement bientôt enseignée à l'école, non pas dans un sens religieux, mais dans un sens mental subtil. Et bien la sensibilité aussi. Il faut vraiment en profiter pour que, à la maison, avec les parents, dans la famille, partout, il y a justement cette éducation qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences. Sinon, on reste complètement coincé dans ce monde des apparences. Voilà quelques éléments qui nous remettraient sur une toute autre histoire. Voilà enfin une éducation qui ne serait pas du tout en train d'essayer de défendre un certain type de société, mais en train de développer un certain type d'humain. Ce qu'on pourrait appeler l'humain complet. Une éducation qui cherche véritablement à révéler ce que nous sommes fondamentalement, dans toutes nos potentialités. Et à découvrir du coup que si nous sommes tous là, si nous sommes véritablement une âme, si nous sommes même plus loin une monade, un esprit, si nous sommes véritablement une sensibilité, si nous sommes un ensemble énergétique, si nous sommes tous sur cette terre pour fonctionner ensemble, mais qu'est-ce qu'on fout là en ce moment dans ces sociétés qui fonctionnent de cette manière-là? Oui. Du coup, c'est là où tous les changements commenceront à se mettre en place. Alors, pour vous illustrer ça, puisqu'on l'a souvent fait, venons-en justement aux rayons. On a vu que derrière tous les événements, il y avait des énergies, et que ces énergies étaient qualifiées donc de cette manière. Il y a 7 rayons. Nous avons déjà vu le rayon 4 avec le problème des frontières, le rayon 6 avec les extrémismes. La fois dernière, on a vu le rayon 3 avec la gestion du monde. Là, je voudrais que vous jetiez un petit coup d'œil avec le rayon 7. Le rayon 7, c'est un rayon bizarre. On l'appelle le rayon de magie blanche ou le rayon de l'ordonnancement. Il est particulièrement en rapport avec le plan physique. Et il est particulièrement important parce que, justement, c'est le rayon qui est en train de prendre la place du rayon 6. C'est pour ça qu'on est en train de changer de monde, complètement, et qu'on ne s'y retrouve plus. Le rayon 6, il nous a amenés, encore une fois, là où nous sommes maintenant. C'est grâce à lui que tout ce système de valeurs s'est développé, que l'humanité est devenue véritablement porteuse d'idéaux, et qu'elle progresse comme elle a progressé maintenant. Ce rayon suisse, donc, on lui doit beaucoup de choses. Mais maintenant, il se retire, ça n'est plus sa saison. Mission accomplie. À la place vient le rayon 7. Est-ce que c'est dans la continuité exacte? Oui, d'une certaine manière. Mais dans les formalités, non. C'est même complètement différent. Autant le rayon 6 était un rayon très idéaliste. Un rayon justement dans lequel ce qui était important, c'est d'avoir le bon idéal. Et de combattre pour ce bon idéal, quitte à donner sa vie, tous les autres ayant faux. Le rayon 7 se fiche éperdument des idéaux. Il va chercher au contraire à remonter beaucoup plus aux idées fondamentales. Qu'est-ce qui doit être? Comment est-ce qu'il faudrait penser ce qui est exact? Et comment à partir de là, il s'agit de le descendre et de le matérialiser. C'est un rayon donc de concrétisation d'idées, de matérialisation de principes. C'est un rayon extraordinairement pragmatique, pour lesquels qui se méfie énormément, comme je viens de vous le dire, justement, des positions de principe, des idéaux.
Ça ne l'intéresse pas du tout. Aussitôt, le rayon 7 pourrait s'adresser à un rayon 6 en disant « Et ton idéal, depuis le temps que tu te bats, tu l'as manifesté ?» Ben non, toujours pas. Bon, bah, voilà quoi. Nous, on va peut-être pas avoir ces idéaux, on va prendre certaines idées qu'on juge intéressantes pour l'ensemble de l'humanité et on va les mettre en place. La première qualité fondamentale du rayon 7, c'est justement le pouvoir de créer. Donc on entre dans une société où il ne s'agit plus simplement, vous voyez, d'aspirer à des idéaux, ce qui a été vraiment fondamental, parce que si on n'avait pas ces idéaux, on n'aurait pas de quoi créer maintenant. Donc vous voyez la suite logique quand même des choses. Donc, mais maintenant, le rayon 7 dit, bah, ces idéaux que vous avez depuis un certain temps, mais qui ne sont pas là, l'idéal de fraternité, l'idéal d'égalité, bah, on va mettre en place. On arrête un petit peu de crier là-dessus, maintenant, on agit. Et donc, ce côté formel, ce côté efficace, c'est ce pouvoir de créer. Donc on va rentrer dans une société très pragmatique. Et c'est pour ça que quelquefois, certains parents idéalistes de l'ancienne école voient avec affolement leurs enfants pas du tout idéalistes. Mais nous, on s'est battus pour des valeurs. Ah ouais, bah pour nous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah nous, on va mettre en place des choses, on va changer les choses dans cette société, mais sans forcément faire appel à tel ou tel idéal. On va essayer de faire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne. Ah bon. Avec une deuxième qualité fondamentale, le pouvoir de coopérer. Pouvoir de coopérer. La notion de groupe, la notion d'amour. Le rayon 6 travaillait tout seul. Le rayon 6 travaillait tout seul et généralement il aimait bien fédérer avec lui un certain nombre de personnes et qu'il dirigeait à l'attaque. Le rayon 7, il ne sait travailler qu'en groupe. Il ne sait que travailler ensemble. Il sait très bien que finalement, chacun est porteur d'un élément et que c'est seulement ensemble qu'on peut arriver à faire quelque chose. Je vous donne juste un exemple, c'est ce qu'on appelle le cinéma, le 7e art. Et ce 7e art est très en rapport avec le rayon 7. Je prends comme exemple le film Avatar, parce que c'est un record dans le genre. Il a fallu à peu près 1200 personnes pour faire ce film. Parce que les ambitions étaient énormes, il a fallu véritablement recréer entièrement une planète, une civilisation. On a fait appel à des sociologues, à des anthropologues pour créer une langue crédible, un artisanat nouveau. Des choses qui, quelquefois, n'apparaissent même pas, ou à peine, à l'écran. Donc, sur très peu d'heures de film, c'est rien du tout. Et pourtant, il a fallu des années de travail, 1200 personnes. C'est un vrai travail de groupe. Si on résume, on va dire « Ah, c'est le film de James Cameron ». Non, c'est le film d'un groupe. C'est le film de 1200 personnes. Il y a des milliers de personnes, comme ça, des centaines de personnes qui ont collaboré pour qu'à un moment donné, ça puisse exister. Ça, c'est l'esprit vraiment du rayon 7. Eh bien, cet esprit du rayon 7, c'est vraiment ça qui va apparaître maintenant de plus en plus. On sait chacun qu'on a simplement une pièce du puzzle. Et qu'il faut trouver tous les autres avec lesquels on va coller nos pièces de puzzle de manière à ce que ça puisse coller et qu'on avance ensemble. Le travail individuel, la création individuelle, c'est terminé. Avec le rayon 7. Mais naturellement, le rayon 6 se défend bec et ongle. C'est vrai qu'entre les deux, c'est un fondu enchaîné, mais quelquefois un fondu déchaîné. Parce que, évidemment, c'est des systèmes totalement différents et opposés. La troisième qualité du rayon 7, c'est le pouvoir de penser. Le pouvoir de penser ensemble. Non pas le pouvoir de penser de l'un qui dit aux autres ce qu'il faut faire, mais comment ensemble on peut se rassembler pour rassembler nos pensées. Peu importe vos opinions, vous avez tous vos croyances en ceci, vous croyez en cela, mais si on laisse un peu de côté nos croyances et puis qu'on cherche à se rassembler autour de qu'est-ce qui serait intéressant de faire par rapport à telle ou telle créativité, alors on va bosser ensemble et ensemble on sera beaucoup plus efficace. Ça, c'est l'énergie du rayon 7 qui est en train de prendre la place donc, dans le monde de celle du rayon 6. Et c'est pour ça qu'on a affaire vraiment à beaucoup d'orages entre ces deux fonctionnements. Très intéressant pour chacun d'entre nous dans notre éducation, d'apprendre à repérer ce qui est de l'un ou de l'autre. Parce que nous devons aller maintenant vers de plus en plus cette énergie-là. Nous devons nous éduquer, nous auto-éduquer à aller vers cette énergie de rayon 7, parce que c'est l'énergie d'avenir. Et laisser de plus en plus de côté l'énergie du rayon 6 en la remerciant. Parce que c'est grâce à ça que la suite, maintenant, est possible. Pour vous donner un exemple, c'est un risque que je prends, hein, mais allons-y. Je voudrais parler des élections récentes en France. Naturellement,
je ne vais absolument pas vous parler des idées des uns ou des autres. Là, dans mon propos, je n'en tiens strictement aucun compte. Je ne vais même pas vous dire que telles idées sont meilleures que les autres. Vous voyez que là, en faisant ça, je rentre dans l'ancien système. Si je vous dis « je suis de droite », eh ben forcément, je mets tous les gens à gauche, à dos. Et donc, je ne suis pas dans l'amour. Si je vous dis « je suis à gauche », pareil. Donc finalement, affirmer comme ça ce en quoi on croit, ça n'est pas du tout travailler dans l'amour. Donc c'est certainement pas faire avancer les choses. Bon. Or, nous avons vu débarquer un homme étrange qui s'appelle Emmanuel Macron. Et ce personnage, eh bien, a provoqué quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la première fois en France qu'on vit ça. Les Français, à travers lui, se sont initiés au rayon 7. Je ne dis pas que lui est rayon 7, j'en sais rien, et puis peu importe. Disons que les Français, parce que c'est nous qui avons fait le travail, se sont véritablement initiés à un fonctionnement rayon 7. Voilà quelqu'un qui dit, eh bien, je ne suis ni de gauche ni de droite, ou plus exactement, je suis et de gauche et de droite. Évidemment, tous les émotionnels et tous les systèmes habituels, c'est strictement impossible. Ou tu es de gauche ou tu es de droite. Tu ne peux pas choisir. Vous voyez, le clivage. Et arrête de nous la jouer. Tu as forcément un clivage en toi. Non, non, je vous assure, il n'y a pas de clivage. On laisse tomber les idées. On s'en fout de savoir si on est de gauche ou de droite. On va essayer de se rassembler et de faire quelque chose ensemble au-delà de nos opinions et au-delà de nos croyances. Rayon 7. Le pouvoir de coopérer, le pouvoir de créer quelque chose ensemble et de penser ensemble au-delà de nos clivages. Et incroyable, ça a marché. Incroyable. Est-ce que ça va donner des résultats intéressants? Je n'en sais rien et je n'entre pas là-dedans. Moi, je vous parle là purement relation énergétique. C'est pour vous donner un exemple, comment il est intéressant de comprendre le monde. On a fait un petit peu ça à propos du rayon 4 en parlant de Trump. C'est de comprendre finalement le monde en termes d'énergie et non pas en termes de faits. Chaque fois que des journalistes ou chaque fois des spécialistes essaient de vous expliquer pourquoi, ils vont dire « oui, mais derrière ce phénomène, on trouve tel phénomène. » Ou derrière, on trouve ça. Et puis derrière, on trouve ça. Qu'est-ce que ça explique? Mais rien du tout. On va vous dire « derrière Macron, il y a les banquiers. » Bon. Et derrière les banquiers, il y a tel lobby. Je n'ose pas te dire parce que... Et derrière ce lobby, on pense... Non, en fait, c'est une vaste machination qui vient de très très loin. Ils ont eu la peau d'abord de Fillon, parce que là, il les gênait dans l'histoire Macron, donc ils l'ont foutu dans un piège, et puis après... qu'est-ce que ça explique? Rien. Encore une fois, du point de vue mental, expliquer un fait par un autre fait qui se trouve derrière, c'est bidon total. Ça ne nous explique rien. Quand on veut remonter au niveau de la vérité, c'était ce que nous avions vu il y a 6 mois, dans la première conférence, il faut expliquer tout ce qui se passe au niveau donc, des faits par des énergies conscience. Il nous faut remonter au niveau des énergies conscience. C'est ça qui compte, c'est ça qui est intéressant. Et pas du tout rester simplement au niveau de fait et de dire que derrière tel fait, il y a tel fait. Ça, on n'avance pas, on reste dans le mental concret. Remonter au niveau du mental, c'est remonter dans le monde des énergies. Pas facile. Auto-éducation. On peut se tromper, évidemment qu'on peut se tromper, évidemment qu'on va se tromper. Mais peu importe, auto-éducation. Mais ça change complètement. C'est pour ça, vous voyez, que c'est comme ça que les sages fonctionnent. Les sages ne vont jamais vous dire qu'ils sont pour la gauche, la droite ou Macron. Le sage vous répondra toujours une parole d'énergie. C'est ça qui va être intéressant. C'est de voir ce fonctionnement. Et finalement, on aurait pu se dire, mais aux élections législatives, tous ceux qui ont voté Macron parce qu'ils ne voulaient pas voter Le Pen, eh ben, ils vont prendre leur revanche. Pas du tout. C'est plouche. On a vu finalement cette espèce d'alliance comme ça au départ qui continue de fonctionner. Et ça a rejeté de part et d'autre, ça c'était extraordinaire, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, eh bien, la vieille vie, les vieux trucs, même si leurs idées, je ne suis toujours pas en train de vous parler des idées, sont valables. Et peut-être même plus valables que ce qui a gagné. J'en sais rien. Je me refuse de me placer dans ce sens-là. Mais en termes d'énergie, ce sont des anciens systèmes. Des rayons 6. Pourquoi? Ce sont des tribuns. Ce sont des gens qui attaquent. Ce sont des gens qui dénoncent. Ce sont des gens qui ont une véhémence et qui attaquent les autres, qui critiquent les autres. Non, ça c'est l'ancien monde. C'est le monde des militants. C'est le monde où on pensait changer le monde à coups d'attaque. Ça n'est plus ça maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on ne les reverra plus? Oh ben non.
Non. On ne passe pas comme ça d'un rayon à l'autre du jour au lendemain. Il y aura de nouveau des retours et puis ça reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, pour la première fois, on s'est, nous, auto-éduqués à cela. Ça existe déjà dans d'autres pays, surtout les pays du Nord. Ils sont déjà beaucoup plus initiés à ce rayon 7 que nous. Mais nous, on tenait tellement à nos histoires que finalement, on avait du mal à y passer. Et que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a deux fonctionnements. Il y a ce fonctionnement où on met ensemble les choses en passant au-dessus de nos difficultés. Et puis, il y a les vieux fonctionnements aux extrémités dans lesquels on est toujours en train de vouloir absolument imposer son histoire contre l'autre moitié, contre les autres. Alors c'est là on peut dire, non mais attends, non mais tu veux pas parler d'idées, mais quand même. T'as vu ce qu'il nous prépare, Macron? T'as vu non mais ces lois du travail? Non mais t'as vu la régression sociale? Alors maintenant, toutes les histoires d'emploi, de chômage, tout ça, maintenant ça dépend des patrons. Alors qu'avant c'était l'État qui protégeait les travailleurs. Régression. Vieux monde. Vous voyez ce système-là? Ça veut dire que je suis toujours persuadé, ce qui a été certainement vrai, qu'il faut un système patriarcal, l'État, pour défendre les gentils travailleurs contre les vilains patrons tout pourris. La lutte des classes. Je ne suis pas en train de me moquer parce que oui, c'est vraiment quelque chose qui a existé et qui peut certainement encore exister, c'est évident. Mais ce monde évolue. Je ne sais pas si vous vous mettez un peu au courant de toutes les évolutions qu'il y a dans le monde de l'entreprise, mais c'est absolument fabuleux. Pourquoi ce monde n'évolue-t-il pas? Pourquoi est-ce que le monde n'avancerait pas? Hein? Il y a des livres, il y a des colloques, il y a des conférences sur le monde véritablement de l'entreprise. C'est fabuleux. Des gens qui disent c'est fini. Le temps de la machine, le temps de l'entreprise, le temps du patron qui décide tout, ou même le patron en tant que père de famille, etc. Maintenant, il faut qu'on trouve l'entreprise qui est une forme de vie et qui vit par elle-même à travers tous ses organes et qui fonctionne comme ça. Mais il y a des choses révolutionnaires dans le monde de l'entreprise. Vous seriez absolument scotché si vous arriviez vraiment à pouvoir lire ce genre de choses. C'est top. Mais on en reparlera un jour parce que c'est vraiment important. Ce monde-là évolue. Donc encore une fois, dire d'un côté, il y a le patronat qui ne pense qu'au fric et qui va reprendre le pouvoir sur les ouvriers, et les pauvres malheureux, il n'y a plus personne pour les défendre. Mais c'est l'ancien monde. Heureusement que tout le monde évolue. Heureusement que tout le monde a des qualités et des défauts. Heureusement que les ouvriers sont maintenant beaucoup plus puissants. Et puis, heureusement que les patrons, maintenant, eux aussi, ils avancent aussi dans les autres mondes. Ils sont plus simplement que dans le deuxième monde. Mais bien sûr qu'il y aura encore des injustices. Bien sûr qu'il y aura encore des abus. Mais il y aura aussi de tellement belles choses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas refaire confiance à l'humanité et dire, écoutez, la lutte des classes, c'est le rayon 6, c'est l'ancien monde, c'est l'un contre l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant, est-ce qu'on n'est pas assez grand maintenant pour essayer de se faire confiance et collaborer ensemble, inventer quelque chose ensemble? C'est ça, une nouvelle éducation à cela. Mais vous voyez, on est tellement pétri de nos vieux antagonismes et de nos vieilles croyances et de nos vieilles classifications qu'il va falloir encore des années pour pouvoir s'en sortir. Et avant de dire, ah non, mais ça c'est pas possible, ça c'est de droite, ah non, mais ça je ne supporte pas, c'est de gauche. Non. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on passe complètement à s'auto-éduquer à quelque chose de totalement différent, une autre histoire. Je voulais simplement vous parler de ça, vous voyez, sans vous parler du tout des idées qui ont raison ou pas, pour vous montrer simplement qu'est-ce que ça veut dire qu'interpréter le monde du quotidien en termes d'énergie-conscience. De percevoir qu'est-ce qui est là. Pourquoi est-ce que finalement toute l'éducation dont je vous ai parlé, tous les éléments fondamentaux, réussir à amener le développement de l'individu au sein du groupe et en même temps le développement du mental, le développement de la sensibilité et de la coopération, tous ces éléments-là, eh bien c'est parce que c'est le rayon 7 qui est en train de les pousser, de les mettre en avant. Ça n'existait pas avec le rayon 6, maintenant avec le rayon 7, on a ça, et ça va aller au premier plan, et ça va aller en s'accroissant d'une manière qui va nous surprendre, parce que c'est vraiment impressionnant les changements que ça va amener dans notre société. Tout ça, ça va nous amener à un plus petit bonheur commun. Plus on va avancer, et plus on s'aperçoit que ça existe déjà maintenant. Combien il y a des gens qui font déjà ensemble? Combien il y a des gens qui apprennent le vivre ensemble? Oui, c'est possible. Et donc, combien il y a des personnes qui travaillent ensemble, qui montent des petites entreprises ensemble, et donc qui n'attendent pas que les ordres viennent de plus haut, que les changements viennent de plus haut. Il y a véritablement des sociétés de partage.
Et ça commence à bouger et remettre complètement en question la notion de travail telle qu'on l'imaginait, la notion donc de société telle qu'on l'imaginait. Les bouleversements ne n'en sont qu'au tout début. C'est pour ça que par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants, par rapport à tous, il faut qu'on réinvente complètement une nouvelle éducation. Je vous propose de méditer là-dessus.